Comme chaque année, à la même période, l'on craint le pire. Ces fortes pluies qui causent des dégâts. Le gouvernement a commencé la destruction des zones à risque. Devisoyo. Comme en 2022, la SODESAM prévoit cette année d'importantes précipitations avec des risques d'inondation. Selon les prévisions, les quantités de pluie sont comprises entre 335 et 350 mm au centre de la Côte d'Ivoire, 417 et 865 mm sur le littoral. Pourtant, à partir de 100 mm de pluie, nous entrons dans la zone rouge. Des prévisions alarmantes pour les autorités et la population, surtout celles des zones à forte probabilité de risque d'inondation. À la demande du Premier ministre, Patrick Jérôme Hachi, une rencontre stratégique avec les maires du district autonome d'Abidjan s'est tenue le 9 mai dernier. Objectif, mettre à contribution les parties prenantes à l'effet d'accélérer la destruction des habitations situées dans les zones à risque du Grand Abidjan. Le ton de la campagne a été donné le jeudi 11 mai par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana a lancé l'opération de déguerpissement des zones à risque dans la commune d'Atekoubé au quartier Moussikro. Après la commune d'Atekoubé, l'opération se poursuivra dans les communes d'Adjamé et du Plateau. Il s'agit précisément des flancs de collines du Pont-Ferraille et du Caréna pour le centre des affaires d'Abidjan. Saison de pluie, zéro décès, tel est le slogan choisi pour mener à bien l'opération de déguerpissement des zones à risque. Détruire les zones à risque, est-ce la solution? Je commence par vous, procédions. Mais je pense que c'est l'une des solutions. Parce qu'on voit des gens en train de mourir quand il pleut, parce qu'on voit des habitations totalement détruites, parce qu'on voit la détresse des habitants, des populations. Il est important. Parce que je crois qu'il y a quand même eu une phase, on va dire, de sensibilisation, où on a dit aux gens, faites attention, nous allons, dans un moment qui va être difficile, prenez vos dispositions. Bon, beaucoup n'ont pas respecté, mais à un moment donné, on ne guérit pas une plaie avec de l'eau de lavande. À un moment donné, on prend un certain nombre de mesures, et puis je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. C'est l'une des solutions, mais pas la seule. Mais il faut quand même commencer, et puis, à partir des solutions, donc, durables proposées par le gouvernement, la relocalisation, le relogement et tout le reste, je pense que les choses vont aller pour le mieux. Lansine Bakayoko. Moi, je m'efforcerai à l'entame de cette émission de dégrainer un peu quelques chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres. En 2022, il y a eu 19 morts. En 2020, 17 morts. En 2016, 23 morts. Et en 1996, il y a eu 28 morts. Alors, moi, je pense qu'il faut arrêter l'hécatombe. Ce calcul-là, on ne peut plus se contenter, on ne peut plus se complaire dans cette arithmétique macabre. Donc, il était temps pour le gouvernement de prendre des mesures. C'est vrai, le professeur Dion dit que ce n'est pas la seule mesure, mais dans l'immédiat, il fallait parer au plus pressé. Mais on peut considérer que la destruction, ce sont des mesures conjoncturelles. C'est-à-dire que pour faire face à l'urgence, il faut prendre des mesures urgentes et la destruction fait partie de ces mesures urgentes. Mais dans l'avenir, il va falloir prendre des mesures structurelles et procéder au nettoyage complet de l'ensemble de ces quartiers à risque. C'est vrai qu'au niveau du ministère de la Construction, il y a un programme d'assainissement, de reconstruction même de nos anciens quartiers. Et je pense que cela va participer quand même à l'assainissement de l'ensemble de ces quartiers et prévenir tous ces problèmes. En définitive, moi je pense qu'il vaut mieux avoir des populations qui pleurent que des populations qui meurent. Oui. Vous reprenez un peu les propos du ministre Bouaké Fofana à Moussikro, où il avait lancé l'opération de destruction. Lafé Wakili, on détruit, mais avant, il y a eu la sensibilisation. Quel est le problème? Surtout que les populations écoutent les messages, mais restent sur place quand même. Oui, le problème, c'est certainement le manque de moyens, le manque d'alternatives, d'endroits où partir. Et puis, il faut surtout noter que l'on revient dans les mêmes endroits pour faire le déguerpissement. C'est là aussi qui interpelle un peu. C'est vrai que des barrières ont été mises,
des dispositions sécuritaires ont été disposées pour empêcher la recolonisation de ces espaces-là. Moi, je pense que avant le retour, puisque c'est cyclique de la saison des pluies, lorsque il y a un déguerpissement qui est fait, il faut maintenir un contrôle permanent toutes les 2 semaines, pour ne pas dire tous les mois, avec peut-être des moyens aujourd'hui technologiques qui permettent de savoir si des populations approchent la zone, de sorte que lorsque la saison des pluies arrive, on ne réparte pas dans les mêmes endroits, parce que, bon, souvent aussi la pluie peut arriver à tout moment. Hein, au-delà de la saison des pluies, quelquefois la pluie intervient malgré les prévisions ou selon des prévisions, il y a des pluies qui interviennent en contre-saison et aussi des dégâts sont possibles, on l'a constaté. Donc si c'est des zones qui ne sont pas habitables en saison des pluies, est-ce que ces mêmes zones-là sont habitables hors saison des pluies? La question qui se pose, c'est cela, et ça permet, si l'on trouve une solution, de trouver que cette solution-là soit durable et pérenne et qu'à chaque saison de pluie, on ne refasse pas les mêmes gestes. Lorsque la saison des pluies est passée, est-ce que ces zones-là sont habitables? Pendant qu'elles sont habitées, si elles sont habitables, quelles solutions l'on peut trouver pour les rendre moins dangereuses par rapport à la saison des pluies qui arrive? Donc, je pense qu'il faut une réflexion globale, tout en saluant la vigilance du gouvernement, du Premier ministre qui prend ces mesures-là. Mais en même temps, il faut souhaiter des solutions durables pour éviter de récompenser les mêmes gestes et les mêmes initiatives à l'approche de la saison des pluies. Saint-Claver Oula, l'opération est lancée et cette fois le Premier ministre y veille. Quel est votre avis? Moi, je pense que, comme l'ont dit tous mes prédécesseurs ici sur le plateau, il faut préserver des vies. Et donc, il faut déguerpir les populations qui sont des zones considérées comme des zones à risque. Mais en même temps, quand on déguerpit les populations, il faut leur trouver une alternative. Il faut leur trouver des solutions idoines. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ces populations-là vivent dans ces zones depuis des dizaines d'années pour certaines. Elles ont pratiquement bâti tout là. Et puis, vous voyez, c'est maintenant en pleine saison des pluies qu'on va déguerpir ces populations-là. Alors que le signal a été envoyé depuis 2022. Le ministre Bouaké Fofana, lui-même, après avoir visité des sites inondés, avait demandé que les populations quittent ces zones. Le président de la République, Alassane Ouattara, même à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité, il a demandé que ces populations-là déguerpissent ces sites-là. Et donc, je pense que cela devait être fait depuis. Vous voyez, là, nous sommes en fin d'année scolaire. Il y a des populations là qui ont leurs enfants qui doivent passer des examens. Et quelle solution on trouve pour ces parents d'élèves, pour ces élèves-là qui doivent préparer leurs examens et autres? Nous en connaissons. Donc, il faut vraiment... il ne s'agit pas de venir déguerpir les populations, de venir casser les sites. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Les laisser terminer l'année scolaire, par exemple? Je finis. Mais là, nous sommes en pleine saison des pluies. Moi, je dis, c'est vrai qu'il faut casser. Il faut déguerpir les populations. Comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, vaut mieux que les populations ne pleurent pas. Mais en même temps, il faut trouver des solutions. Il faut que ce soit des solutions durables. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au fond, même, nous tous, tout le district d'Abidjan, nous sommes une zone à risque ici. Si vous êtes allé... Finalement, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde, finalement. Donc, la solution durable, ce serait quoi, alors? Il y a des quartiers UP même qui sont inondés souvent. Est-ce que vous êtes passé à Trècheville ce matin ou hier, je crois? C'est toute la ville d'Abidjan même qui est inondée. Donc, il faut vraiment penser une politique. Comme il a dit tout à l'heure, chef Alafé, il faut penser une politique qui puisse vraiment nous épargner de nombreux dégâts auxquels nous assistons. Les quartiers qui ont été énumérés tout à l'heure ne sont pas les seuls quartiers qui sont des zones à risque. Mais chaque fois qu'il y a la pluie qui commence à tomber, chacun dans sa maison est inquiet, peu importe où tu habites. Donc, il faut trouver une solution.
Est-ce que vous comprenez? Donc Bon, d'accord. On va vous poser en attendant la question ici. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à quoi comme solution durable, comme solution efficace? Parce que finalement, effectivement, c'est cyclique. Chaque année, c'est la saison des pluies. Et puis, on s'inquiète, on a peur des morts, des dégâts. Professeur Dion, ce serait quoi la solution ou bien les solutions pour en finir? À deux niveaux, certainement. D'abord, au niveau des populations elles-mêmes, je crois que le gouvernement a fait le travail. Il faut déjà qu'on s'informe. Souvent, on ne s'informe pas. Et quand il y a les bulletins météo, parfois, on en rit. Parfois, on trouve que Sodexam raconte n'importe quoi. On a dit qu'il allait pleuvoir, aujourd'hui, il n'a pas plu. Donc, ce n'est pas sûr que ce qu'ils ont prévu demain arrive. Mais il faut s'informer. Il est bien d'avoir le bulletin météo. C'est important. La deuxième des choses, c'est ce qu'on est en train de dire, éviter les zones à risque. Éviter les zones à risque. Parce que, oui, la proximité du lieu du travail, parce que Saint-Claver estime que finalement toutes les zones sont à risque. Oui, mais il y a des zones qui sont plus à risque que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des zones où vous-même, quand vous traversez le quartier, et puis vous voyez même là où la maison est placée, vous savez qu'à la prochaine pluie, l'éboulement ne va pas rater cette zone. Ça, vous le savez. Troisième chose, c'est qu'on puisse nous-mêmes aussi prendre soin de la salubrité publique. C'est très important. Parfois, on voit des gens en train de boucher les caniveaux, en train de boucher tout ce qu'il y a comme canaux de conduite d'eau. Et puis, petit à petit, les choses commencent à se former. L'eau ne passe plus. Une fois qu'il pleut, stagnation. Et puis après, on est tous débordés. Donc, il y a des gestes citoyens à avoir. Ça, c'est au niveau des populations. Maintenant, au niveau de l'État, mais il y a tout le plan d'urbanisation à revoir aussi. Il y a la vigilance de l'État par rapport aux constructions qui sont faites. Des constructions anarchiques. C'est désolant parfois à la télévision de voir que le type, il a construit sa maison il y a 2 ans et puis on vient détruire. On peut estimer que c'est injuste, mais parfois on se rend compte qu'en réalité, il n'aurait pas dû construire là. Et lorsque l'État vient détruire la maison, c'est pour sauver des vies aussi qu'on le fait. Parce qu'il peut construire là où l'eau doit passer en cas de pluie. Et il vient bloquer tout le processus. Donc c'est à l'État de revoir tout l'aménagement des bassins, la surveillance, l'entretien, la réhabilitation des digues, vraiment, et la création, la gestion des aménagements hydrauliques. Tout ça doit passer. Voilà. Et parce que les gens habitent encore des zones à risque, essayez de voir comment on les reloge. Ça, c'est très important. Si on leur propose quelque chose de plus potable, où ils sont moins en danger, je crois que les gens iront très facilement quand on leur dit passer d'une zone à une autre. Mais c'est quand, comme il disait tout à l'heure, on leur demande de partir et qu'ils ne savent pas où ils doivent aller, bien, ils vont trouver un site provisoire et puis quand la saison des pluies passe, bien, ils se disent que le terrain est encore disponible, ils reviennent. Voilà un peu ce que je puis dire sur cette question. Lansini Bakayoko, tout est à refaire? Alors, moi, je pense qu'il faut revitaliser le plan d'urbanisme de la ville d'Abidjan, notamment. Et puis, c'est vrai que ces plans existent, mais il faut les revitaliser. Mais dans l'immédiat, il faut accélérer le processus de restructuration des quartiers précaires. Parce que, globalement, ces éboulements se passent généralement dans les quartiers défavorisés, les quartiers, on ne pas dire les quartiers précaires. Donc, il y a un processus qui est engagé pour restructurer ces quartiers. Ce processus-là, il faut y mettre de la vigueur, il faut y mettre de la vitesse. Et de deux, c'est de sensibiliser les populations. Le professeur a brossé une partie, mais les questions d'assainissement sont souvent reléguées au second plan par les populations. Vous voyez parfois que ce sont les populations elles-mêmes qui déposent des déchets dans les canalisations et qui bouchent ces canalisations de sorte à provoquer des effets de difficulté d'écoulement des eaux pluviales. Donc je pense que c'est vrai, le gouvernement a une part de responsabilité. Bien sûr que là, on ne parle pas de responsabilité, mais le gouvernement a quelque chose à faire. Mais il y a aussi des populations qui ont beaucoup plus à faire. Vous voyez, parfois, les populations vont se planter sur les flancs de collines. Et ça, c'est une question de bon sens. En allant se mettre au-dessus des montagnes, des collines, il est évident qu'on se met en danger. Peut-être qu'on ne sait pas où aller aussi, Lansini. Vous dites? On ne sait pas où aller, donc on a trouvé cet endroit qui semble mieux. Bon, si on ne sait pas où aller, mais on sait quand on ira dans la tombe quand même. On ira au cimetière, c'est ça le problème.
Si tu ne sais pas où aller dans l'instant, mais après les pluies, tu sauras où aller. Donc c'est ça qui est le problème. Moi, je pense qu'il faut à tout prix préserver les vies et demander aux maires d'être beaucoup plus réactifs. Parce que souvent, c'est dans les communes que ces choses-là se passent, notamment à Atekoubé, par exemple. Mais je ne sais pas pourquoi l'autorité municipale... C'est une vieille histoire aussi, Mossikro, etc. et ces zones à risque. C'est une vieille histoire, même à commencer à Kromia-Bla, tout ça, à Yopougon, à Bobo, même parfois même à Cocody. Mais on se demande pourquoi ça résiste autant. Ça résiste autant parce que les autorités font preuve de sentimentalisme un peu trop débordant, peut-être pour des questions électoralistes, je n'en sais rien. Mais le plus souvent, il faut que l'État s'affirme, il faut que l'État fasse respecter les règles d'urbanisation afin de protéger les vies de nos populations. Alafi Wakili. Oui, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque les précipitations sont fortes, lorsque la pluie est très très forte, effectivement, tout le monde est en danger. C'est toutes les zones qui deviennent à risque parce que les voies sont bouchées malgré les investissements faits par l'État, malgré toutes les dispositions prises au niveau des canalisations. Pendant plusieurs heures, on ne peut pas circuler parce que le flux d'eau est important, est élevé et donc il y a des difficultés. Et ceux qui sont dans la rue peuvent avoir des difficultés au niveau des véhicules ou autres. On a vu des élèves de bon quartier, dit-on, qui, partant à l'école, se sont retrouvés dans des difficultés. Donc ça, il faut le souligner et dire que c'est à tout un chacun de prendre des dispositions. Maintenant, moi, je constate qu'en saison de pluie, suite aux efforts qui sont faits par le gouvernement pour protéger ces populations, elles passent 2 à 3 mois loin de leur zone. Bon, est-ce que ces zones-là ne sont pas à risque? Comment vivent-elles pendant la saison de pluie loin des zones à risque? Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager des solutions définitives de relocalisation dans ces espaces où l'on vit en saison de pluie et prendre les dispositions pour éviter, comme je l'ai dit au début, de revenir dans les endroits dont on a été déguerpi à l'approche de la saison de pluie, évitant ainsi 8 à 6 mois après, sans oublier qu'on a 2 saisons de pluie. Il y a la petite saison de pluie qui peut souvent faire des dégâts dont peut-être on ne parle pas assez souvent et puis on est... Encore que les saisons ne sont pas vraiment respectées. Et puis ce n'est pas respecté, comme je dis, à tout moment, on est dans un pays où la pluie peut arriver, hein. Ah oui, malgré les prévisions de la Sodexam nous alertent là-dessus. Donc, à tout moment, il y a des dangers et les pluies sont prévues pour ce mois de mai. Les dispositions ont commencé à être prises, mais on a bien vu qu'en mars et en avril, il y a eu quand même un peu de pluie. Il n'y a pas eu de dégâts, mais il faut être vigilant à tout moment. C'est pour cela que je pense qu'il est important, avec toutes les propositions qui ont été faites, que les mairies, le gouvernement, ainsi que les associations de consommateurs. Ça aussi, j'interpelle, parce que les associations de consommateurs, ce n'est pas uniquement pour les data, ce n'est pas uniquement pour d'autres choses. Oui, parce que les populations, c'est des consommateurs, c'est des citoyens. Il faut que les associations de consommateurs, il faut que les leaders d'opinion qui luttent pour un certain nombre de choses se mobilisent aussi pour ces questions-là, pour ces populations, parce que pour pouvoir utiliser l'Internet, pour pouvoir utiliser un certain nombre de choses, il faut être en vie. Donc, il faut que les gens prennent conscience et aident les mairies, les communes, les députés, les autres leaders d'opinion à sensibiliser pour apporter un appui à ce que le gouvernement fait et préserver les vies en évitant d'attendre que la saison des pluies approche pour trouver des solutions en urgence. Saint-Claver, ou là? Oui, mais moi, je pense qu'il faut désengorger même la ville d'Abidjan. Elle étouffe du point de vue démographique. Il faut désengorger la ville d'Abidjan. Il faut créer des pôles économiques et administratifs dans certaines villes. On a Yamoussoukro, on a Bouaké. Vraiment, il faut désengorger la ville d'Abidjan et repenser l'urbanisation de la ville d'Abidjan. Vous savez, on est nombreux, très très nombreux dans la ville d'Abidjan. Il y a des services qui peuvent être délocalisés. Je pense qu'il faut le faire. Dans certains pays, on crée des villes nouvelles. On crée des villes nouvelles où on développe un certain nombre d'activités pour essayer de permettre à certaines villes
de souffler un peu. Je pense qu'il faut penser à cette solution-là. Je pense que, bon, on y est avec l'extension au niveau de Bergerville, avec Agnama. Disons le Grand Abidjan. Voilà, le Grand Abidjan. Il y en a même qui habitent déjà à Bassam. Des efforts sont faits. Mais j'avoue qu'en même temps, ça rejoint l'idée qu'il faut des solutions pérennes. Absolument. Il faut des solutions durables. Et je crois que concernant ces extensions, si les maires sont vigilants au niveau du Grand Abidjan, Bassam, Ayama, Bobo et Benjarville, si les maires sont vigilants, on devrait éviter de reproduire ce qu'on constate dans les enclaves d'Abidjan, comme à Bobo, à Tchekoubé, à Djamé, Cocody ou autres, et puis dans le plateau. Donc il faut déjà cette vigilance au niveau du Grand Abidjan avec les extensions pour que on n'ait plus ce type d'enclave qu'on a au niveau de l'ancien Abidjan, ou du petit Abidjan. Voilà. Donc, Saint-Claver-Oula, on va étendre Abidjan, on va peut-être créer de nouvelles villes et ensuite justement, et puis, comme l'a dit tout à l'heure l'enseignant Bakayoko, il faut vraiment veiller à la salubrité. Vous voyez, ce qui provoque ce que nous voyons là, c'est le manque le manque de vigilance. Il y a des caniveaux qui sont bouchés, il y a des constructions anarchiques qui se font. Vous voyez. Mais disons qu'il y a des services qui sont là pour. Oui, des services, c'est ça le dommage. Il y a des services, mais est-ce que ces services-là, les agents de ces services-là, est-ce qu'ils veillent véritablement? Pas plus tard que hier, vous avez vu, il y a un immeuble qui s'est effondré après le passage de la pluie à Angré. Angré, Bessikwa, est-ce que c'est une zone à risque, véritablement parlant? Non. Mais, comme vous le dites, il faut vraiment y mettre du sien, il faut y mettre de la vigilance, il faut être vigilant, il faut sanctionner, il faut qu'on apprenne à sanctionner, il faut qu'on apprenne à appliquer les mesures qui sont édictées par nos institutions. Parce que, vous voyez, comme il a dit tout à l'heure, la pitié, c'est vrai, vous avez pitié, mais la pitié crée des dommages. La pitié conduit au suicide. Donc vraiment, comme cela se fait dans certains pays, il faut que nos autorités veillent véritablement sur la quiétude des populations, sur la sécurité des populations. Oui, on va les déguerpir, mais la question, je pense, principale, c'est où les reloger, professeur Dion? Mais c'est l'État qui a toute la cartographie de tous les espaces disponibles, de tous les espaces qui sont un peu plus sécurs que d'autres. Donc, c'est à l'État de voir. Quand on les entend, il y a une question de précarité, une question de moyens déjà. Quand on les écoute, il y a une question de proximité du lieu du travail. Je vais juste habiter à côté de mon usine, parce que la précarité, justement, la pauvreté fait que je ne peux pas avoir suffisamment d'argent pour quitter Cocody pour aller à la zone industrielle à Yopougon. Donc, je préfère travailler à côté. Il y a tout ça qu'il faut regarder. Donc, quand l'État a toute cette cartographie, on dit on va vous installer dans cette zone, dans des habitations qui sont un peu plus décentes que ce que vous avez, que vous aurez à tel coût, mais nous allons installer des écoles, nous allons installer un certain nombre d'infrastructures autour pour que vous n'ayez plus besoin que vos enfants se déplacent très loin. Une fois que les gens sont dans ce cadre-là, vous verrez. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, certainement, mais il y a pas de grandes villes, mais il y a de grands quartiers qu'on peut créer, vraiment des habitations à moindre coût. Les gens aujourd'hui peuvent vivre à 15, à la limite dans une cabane. Si vous leur offrez une chambre-salon, avec des matériaux qui ne coûtent pas trop cher, mais où ils pensent que c'est un peu plus décent que là où ils sont, avec quelques commodités à côté, je pense que c'est bon. Donc, c'est pour ça que nous aussi, notre travail, c'est d'interpeller le gouvernement, qui le sait déjà, mais pour faire en sorte qu'en termes de solidarité, nous puissions supporter ces genres de coûts-là, pour que nos compatriotes aussi puissent vivre décemment. L'enseignant Bakayoko, peut-être la solution, c'est de rester sur place, repenser ces quartiers précaires et les rendre viables? Effectivement, il faut repenser même l'urbanisation de la plupart de nos villes et principalement la ville d'Abidjan qui aujourd'hui étouffe. Vous savez, aujourd'hui, Abidjan ne fait que s'étaler. Et ça, il faut pas que cela continue.
dans les villes européennes et même les villes d'Afrique du Nord, vous voyez que les maisons sont en hauteur. Et ça permet de mieux gérer l'espace. Aujourd'hui, les populations qui sont déguerpies, même si on doit les reloger, où va-t-on les mettre? Peut-être, souvent, c'est dans les périphéries. Mais aujourd'hui, toutes les périphéries sont rentrées dans le Grand Abidjan, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller les y mettre. Donc, moi, je pense que c'est vrai, pendant la décennie de crise, il y avait une sorte d'absence de l'État. Et donc, ça a fait que les gens ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais regardez vous-même, un quartier comme Dallas à Adjamé, est-ce que ce quartier doit rester aujourd'hui aux abords du plateau qui est le cœur, le centre névralgique de la Côte d'Ivoire? Vous voyez Boribana, Atekoubé, ces quartiers ne doivent plus exister à ces endroits. Aujourd'hui, Abidjan, qui se veut une ville futuriste, doit repenser son développement, notamment au niveau urbanistique. Donc, je pense que l'État a déjà pris des mesures, mais il faut que ces mesures quittent l'espace littéraire pour devenir du concret. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des schémas directeurs qui ont été rédigés par le gouvernement, qui sont appliqués notamment dans les grands pôles départementaux, et même qui vont aller s'élargir bientôt dans les sous-préfectures. Il faut que ça quitte l'étape de la, de la théorie pour devenir pratique. Je pense que c'est l'une des solutions, mais dans l'immédiat, il faut peut-être trouver des moyens palliatifs pour permettre à ces populations-là de ressentir le contre-coup à un degré moindre. Ce sera forcément une solution, pas de façade, mais une solution de moindre mal. De moindre mal. Il faut aller plus loin, repenser nos villes, repenser même l'architecture de nos villes pour permettre à beaucoup de personnes d'être à Abidjan, mais de gérer l'espace au mieux. Oui. Alors, c'est un débat qui va se poursuivre, évidemment, en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts pendant cette saison des pluies. Et voici un autre débat qui se fait aussi à l'aube de chaque élection. Les indépendants issus des partis politiques. La discipline est-elle possible? Davis Oyo. Depuis 2013, les candidatures indépendantes lors des élections locales se font de plus en plus remarquées. Cette même année, les indépendants ont créé la surprise en se plaçant en tête des municipales. Sur 197 municipalités, ils ont décroché près de 70 sièges devant le PDCI, le FPI et le RHDP dans certaines localités du pays. Aux élections régionales, les indépendants ont réussi à se positionner au 3e rang devant le PDCI et le FPI. En octobre 2018, ils se sont encore fait entendre. Les scrutins couplés ont vu la participation de 41 listes indépendantes au régional sur 88 listes de candidatures. Au municipal, sur 685 listes de candidatures, 389 étaient conduites par des indépendants. Résultat, ils ont raflé 3 sièges au régional et 56 au municipal face aux formations politiques. Qualifiés d'incompris et d'indisciplinés, les indépendants sont parfois les recalés des partis politiques, mais adoubés par la base. Cette année encore, malgré les mises en garde de l'état-major de chaque formation politique, des candidatures indépendantes sont en train de se dessiner pour les échéances de septembre 2023. Faut-il remettre en cause le mode opératoire des choix des candidats? Les indépendants sont-ils des personnes qui veulent coûte que coûte assouvir leur ambition personnelle? Alors, la percée des indépendants, est-ce qu'il faut les craindre encore, ces indépendants, à cette élection locale du 2 septembre 2023, Saint-Claver Oula? J'ai entendu tout à l'heure le mode opératoire. C'est important, le mode opératoire dans un parti politique pour choisir le candidat. Est-ce que dans certains partis politiques, ce mode opératoire-là est respecté? Est-ce que la base est consultée? Vous voyez, la gouvernance d'un parti politique est une gouvernance en miniature, de la gouvernance générale même du pays qu'on veut gouverner. Est-ce qu'en interne, les partis politiques respectent ça? Je pense que s'il y a des indépendants, ce problème-là se pose. Mais en même temps, cela m'amène à mener une réflexion. Est-ce que les candidats qui sont choisis sont ces personnes-là? Parce que les élections locales qui vont se tenir, ce sont les élections de développement. Vous comprenez? Est-ce que les personnalités qui sont choisies dans ces partis politiques-là ont la carrure
d'hommes de développement, est-ce que leurs compétences sont mises en cause? Vous voyez, par exemple, au conseil régional, il est dit que le conseil va fonctionner de façon autonome. C'est-à-dire le président du conseil régional va aller à la quête des ressources, peut aller à la quête des partenaires, des ressources pour venir développer sa région. Est-ce que ces personnes qui sont choisies là ont la capacité de le faire, ont des relations, peuvent tisser des partenariats, peuvent capter des ressources à l'étranger? Ça, il faut que ça compte aussi au sein des partis politiques qui choisissent les candidats. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que souvent, cela est mis en cause par certaines personnalités au sein de ces partis politiques-là. En réalité, il ne devait pas avoir d'indépendants parce que quand on appartient à un groupement, il y a des règles qui sont établies. Donc, il faut forcément respecter ces règles. Donc, ceux qui sont aussi indépendants sont en faute. Mais oui, ils sont en faute, mais quelque part, il faut leur accorder des circonstances atténuantes. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il y a des indépendants qui vont aux élections et qui gagnent, ceux mêmes qui ont été choisis par le parti. Il y en a, on peut citer plusieurs. Ça fait première analyse. Deuxième analyse, est-ce que ces élections-là auxquelles nous allons, est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, je vais le brosser encore, est-ce que les personnes qui ont été choisies sont les personnes qu'il faut au regard des choix de la base? Parce qu'aujourd'hui, ça grogne. Dans certaines régions, ça grogne. Dans certaines communes, ça grogne. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Si vous posez la question peut-être au présentateur, je vous dis oui. les consignes ont été respectées. Quelles consignes? Puisqu'on parle de critères. Oui, mais on parle de critères. Mais est-ce que les critères de choix sont ce qui devaient être? Oui, est-ce que c'est les choix qui devaient être? Je dis, si la question est adressée à moi, je dis oui. Bon, donc moi, d'accord. On va y revenir. C'est l'analyse que je fais. L'analyse que je fais, c'est que en d'autres circonstances, les choix sont faits de façon logique, de façon réglementaire. Mais quelque part, les candidats qui ont été choisis ne sont pas ceux qui ont l'adhésion de la base. Oui, d'accord. Mais est-ce que finalement la question c'est aussi cela? Est-ce que finalement tout le monde peut être d'accord? On ne peut pas forcément être d'accord sur le choix de tout le monde dans tous les partis politiques. À la Wakili, donc les indépendants, forcément, il faut s'y attendre. Oui, bien sûr, mais il faut aussi dire qu'il y a peut-être deux types d'indépendants. Il y a les indépendants issus des partis politiques dont on est en train de parler, mais il y a aussi des citoyens qui, voyant l'organisation des partis politiques, prennent leurs dispositions et s'arrangent pour être des candidats sans solliciter l'investiture des partis politiques. Ça, c'est des indépendants, dit-on, indépendants, des indépendants naturels dès le départ. Moi, je pense que cette catégorie-là mérite, de mon point de vue, respect et considération parce qu'ils se donnent les moyens de leur ambition et les moyens de leur politique. Dès le départ, ils s'affichent ainsi clairement. Le problème vient avec les indépendants issus des partis politiques, comme il le dit, qui entrent dans un processus de sélection. Que les critères soient connus, soient transparents ou pas, il est évident que les partis politiques ont toujours fonctionné de la même manière depuis que ces situations ont commencé à prendre de l'ampleur en 2011, 12 ou 13. Donc les partis politiques ont toujours fonctionné de la même manière. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui remettent en cause le mode de désignation, alors que hier, ils avaient profité et bénéficié de ce mode de désignation sans remettre cela en cause. C'est à ce niveau-là que des problèmes se posent. De toutes les façons, quand on regarde les données, les chiffres que le reportage a donnés tout à l'heure, on se rend compte que le taux de succès chez les indépendants est dans l'ordre de 20%. C'est-à-dire sur 100 candidats indépendants, il y a 20 qui sont élus. Et en rapport avec les choix des partis politiques, ils forment peut-être le tiers pour l'ensemble des partis politiques. Cela signifie que les candidats des partis politiques, pour les 2 tiers, sont ceux qui gagnent. Donc, s'il y a des erreurs, c'est peut-être un tiers. Ce sont des exceptions qui confirment la règle, qui signifie que les partis politiques, dans l'ensemble,
ils font de bons choix et que les indépendants peuvent être des exceptions qui confirment la règle. D'autant plus que, sur le long terme, ça ne pose d'ailleurs pas de problème aux partis politiques, puisque les indépendants n'arrivent pas à se constituer en force autonome indépendante et ils finissent par revenir à la maison. Ça pose un problème. Est-ce que les partis doivent les accepter en tant que tels, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'eux-mêmes, après tous les efforts qu'ils ont faits, après avoir dénoncé tant de choses pendant la campagne, doivent, entre guillemets, tout honte bu, revenir au bercail, revenir à la maison? C'est de part et d'autre, tout honte bu. Les partis politiques, après avoir menacé des sanctions, après les avoir suspendus au départ, après avoir dit qu'ils sont blâmés, tout, est-ce que aussi les partis politiques doivent les accepter au retour? C'est pour cela que moi, dans des débats, je propose que des dispositions soient prises au niveau du code électoral, au niveau je ne sais pas quoi, pour que nul ne puisse être candidat indépendant s'il n'a démissionné d'un parti 6 mois avant. Si tu veux être candidat indépendant, tu démissionnes de ton parti 6 mois avant, si tu es déjà militant. Sinon, si c'est pour être candidat 2 mois avant, ça ne sert à rien. Tu deviens indépendant jusqu'au dernier moment. De toute façon, personne n'est obligé d'être dans un parti politique pour affronter une élection. Donc, il est possible, sachant les choses venir, et se disant que, et en plus, non seulement tu es obligé de démissionner, mais en plus, lorsque tu gagnes, aucun parti politique ne peut accepter un élu 6 mois avant, ou du moins avant 6 mois après son élection. Ben, je pense que personne... Ça veut dire qu'après 6 mois, il a la possibilité de revenir. Oui, après 6 mois, 1 an, s'il veut, il revient. Mais si c'est à l'Assemblée nationale, si c'est ailleurs, le parti politique n'en bénéficie pas pour se constituer au niveau des groupes parlementaires ou autres. Certes, il est libre de son vote, il peut voter ce parti où il veut venir, mais avant 6 mois ou 12 mois, ça ne sert à rien. Mais bien sûr, après, il peut venir. Tout comme il peut démissionner 1 an avant ou 6 mois avant pour être indépendant. Mais au moins, il y a des balises et chacun sait à quoi s'en tenir, d'autant plus que dans certains pays, lorsque tu as un mandat et que tu passes ailleurs ou tu viens, tu peux perdre ton mandat. Donc, ça signifie que des dispositions sont prises dans certains pays pour éviter, parce que quand on ne le dit pas assez, on reproche aux citoyens leur transhumance. Mais être indépendant, aller et revenir, c'est une forme de transhumance politique qu'on ne dénonce pas assez. C'est de la transhumance. C'est-à-dire que tu es aujourd'hui RHDP, demain tu es indépendant, après tu redeviens RHDP. C'est une transhumance. Ou bien tu es PDCI, tu deviens indépendant, mais c'est une transhumance. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Ouais, mais Lansine Bakayoko, est-ce que la discipline au sein des partis politiques, oui, pour ces candidats, est-ce que c'est possible? Moi, je pense que Claver a développé tout à l'heure la nécessité de mieux choisir les gens. Mais moi, je pense qu'il y a toujours une part de subjectivité dans les choix. Parce que les critères qui sont là, ça peut être des critères objectifs, mais vous savez, dans le milieu politique, en tout cas chez les entrepreneurs politiques, ça doit être le nous, mais généralement, c'est le moi. C'est-à-dire, chacun pense que ça doit être lui. Si ce n'est pas lui, ça ne marche pas. Alors, vous voyez, une commune comme Cocody, par exemple, le PDCI a toujours opéré par consensus. Et ce consensus avait profité, par exemple, à Yasmine Ounia lors des législatives dernières. Mais aujourd'hui, les mêmes pratiques ont été mises en branle et elle n'a pas été choisie. Mais dès lors qu'elle n'a pas été choisie, elle s'est élevée pour dire que le mode opératoire n'a pas été à sa convenance. C'est-à-dire les choses n'ont pas été bien faites. Donc, je veux dire, il y a toujours une part de subjectivité dans le choix des candidats. Maintenant, peut-être qu'il faut réformer le code électoral, peut-être même l'ensemble les partis politiques. Parce que cette transhumance-là, il y a une sorte de trahison vis-à-vis des populations qui ont donné mandat à un tel ou à un tel qui, plus tard, va faire allégeance à un autre groupement politique. Donc, moi, je pense qu'on m'a souvent reproché de dire qu'il faut que la politique s'exerce au sein des partis politiques. Moi, je pense que cette question de société civile, non, quand tu veux faire de la politique, quand tu veux être un entrepreneur politique, il faut s'inscrire dans un parti politique et l'exercer. Il y a beaucoup de pays qui l'expérimentent, de telle sorte qu'il n'y a pas de candidat indépendant en tant que tel. Et même, si on n'a pas fait ça, on peut explorer la voie. Par exemple, si quelqu'un a été élu, dès lors qu'il veut changer de veste, il perd son mandat.
Et donc, moi, je pense que ce sont ce type de réformes-là qu'il faut apporter, disons, à notre système politique, de sorte à ce qu'il y ait un peu de moralité, un peu d'éthique dans le jeu politique. Si cela n'est pas fait, il y aura toujours des indépendants. Vous voyez, et puis bon, il y a aussi peut-être le rapport des politiques eux-mêmes avec les populations. Parfois, elles-mêmes, elles savent qu'elles n'ont plus tellement de légitimité vis-à-vis de la population. Moi, par exemple, la dernière fois on en parlait, mais vous voyez que dans une circonscription comme Mans, le candidat du PDCI veut aller en indépendant. Pourtant, ils n'ont pas de candidat dans la zone. Parce que, sans doute, ils pensent qu'en étant... Oui, à la mairie. Peut-être pense-t-il qu'en étant indépendant, ça va lui permettre de grappiller l'ensemble, se poser à une sorte de parapluie et transparti et pouvoir glaner dans divers partis et se faire élire. Ça peut être stratégique, mais moi je pense qu'il faut quand même un peu de morale en politique, même si beaucoup pensent que ce n'est pas le point fort des politiques, mais il faut quand même un peu d'éthique. Et il faut éviter les indépendants. Il faut que les indépendants, ceux qui ont des velléités indépendantistes, entre guillemets, s'inscrivent dans la ligne de leur parti. Parce que de toutes les façons, c'est le nous qui l'emporte en politique. S'ils sont élus, je pense que la politique qui va être menée au nom de leur chapelle politique. Donc, il n'est vraiment pas utile de se faire élire en indépendant et 2 jours après, revenir dire que j'étais en mission et que je reviens à la maison. C'est une trahison. Il faut que l'État prenne des dispositions pour pouvoir un peu moraliser la vie politique, notamment au niveau des législatives et des régionales qui arrivent, des municipales et des régionales qui arrivent. Professeur Dion, quel est votre avis sur la discipline? Moi, je suis entièrement d'accord avec toutes les analyses que je viens d'entendre. Hein. Je pense que, oui, quand on doit parler de cette affaire, il faut parler à la fois aux partis et aux indépendants. Pas seulement aux partis, pas seulement aux indépendants. Des choses assez simples. Premièrement, la politique, c'est la mécanique des passions. Deuxièmement, c'est le milieu donc purement humain où il y a le choc des ambitions. Mettez toutes les règles les plus transparentes. Si je veux être maire, si Alafé veut être maire de la même circonscription, les règles les plus transparentes vont choisir Alafé. Mon ego n'acceptera pas que vous ayez choisi Alafé. C'est purement humain. Et nous sommes tous comme ça. À la limite, on va dire, choisissez quelqu'un d'autre. Je peux accepter, mais pas Alafé. C'est un milieu. Bon, là, il y a un problème de personne. On est humain. C'est marginal aussi. On est humain, pas toujours marginal. Il faut bien retenir ça. Et ça trompe parfois les gens. C'est pour ça qu'on pense qu'on est en mathématiques. Une fois que le parti a décidé que c'est Alafé, moi, je devrais être totalement accepté tout de suite. Non, l'esprit humain et toute mon histoire doivent s'adapter à ça. C'est pour ça que dans les partis de gouvernement, on dit accepte, on va voir comment faire la compensation après. On est en politique, il a parlé tout à l'heure d'intérêt. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas un parti où il n'y a pas une guerre des clans. Ça n'existe pas. Même les partis au pouvoir. Il n'y a pas un parti où il n'y a pas de parrain. Donc, quand on met en place des critères pour désigner les meilleurs candidats, en dernier ressort, il y a toujours la main des parrains qui intervient. Et c'est ça qui crée souvent la frustration de certains indépendants. Et ça crée aussi les échecs parce que celui qui est choisi perd, donc le parti avec. Parfois même, celui qui a eu la velléité est celui qui est soutenu par la base. Parfois, toutes les informations qui remontent à la direction du parti, c'est qu'il suffit qu'Alafé fasse acte de candidature, il prend la mairie pour le compte du parti. Mais Alafé n'est pas en odeur de sainteté avec le gros parrain du parti. La prochaine fois, ce sera Saint-Claver. Ils s'arrangeront à faire de telle sorte que sa candidature ne passe pas. Mais quand il sort de là, il est frustré. C'est pour ça que certains partis ne doivent pas aussi se prévaloir de leur propre turpitude. Oui. C'est très important. Oui. L'autre chose à dire, c'est que oui, il faut des règles vraiment transparentes. Mais sur les indépendants, oui, vous êtes frustrés. Oui, mais il faut regarder aussi l'intérêt supérieur du parti. L'intérêt supérieur du parti, c'est que nous ayons le maximum d'élus. Parce que vous avez donné votre parole que si on ne vous retient pas, vous n'allez rien faire contre le parti. Vous savez,
Je dis souvent des choses, une chose importante aux jeunes avec qui je parle, c'est que, vous savez, on attache les animaux avec une corde pour qu'ils ne s'enfuient pas. Mais un homme, ce n'est pas avec une corde, c'est avec sa langue qu'on l'attache. Quand vous avez donné votre parole à votre parti, aux responsables de votre parti, que je suis prêt à me soumettre au verdict de la commission, une fois que c'est fait, prenez ça sur vous et regardez l'intérêt supérieur du parti, parce que la politique est dynamique. L'enseignant, vous voulez réagir? Moi, je pense que la meilleure solution aurait pu être les primaires qu'on pouvait organiser au sein des partis. Ça ne règle rien. Mais ça ne règle rien. pas. Mais ça ne règle rien. Voilà. Parce que d'abord, au niveau des partis, on n'a même pas souvent des fichiers électoraux propres aux partis qui soient viables. Absolument. Et puis, par ailleurs, dans ces partis-là, même les secrétaires de section, les secrétaires généraux des fédérations, parfois ne cotisent même pas. Et c'est pendant les... Imaginez qu'on organise des primaires, c'est celui qui a plus d'argent qui va venir financer Et les cartes, mettre à jour les candidats, de telle sorte que chacun soit dans le fichier électoral. Mais la main qui donne, c'est la main qui commande, qui ordonne. Donc, ça va toujours être vicié, ce système-là. Donc, je pense que pour le moment, les partis politiques agissent par consensus et il faut pouvoir faire violence sur soi-même et éviter les équations personnelles et se mouler dans l'intérêt général. Je sais que c'est difficile, mais c'est vers ce chemin qu'il faut partir. Voyez-vous, souvent, il y a eu des primaires, les militants, ils sont 1000. Quelqu'un gagne avec 700 militants contre 300, mais les 300, il fait comment? L'autre est capable de dire que... Et puis, il n'y a pas que les militants qui votent à une élection. Tu peux, dans le parti, avoir eu 300 voix, lui, il a eu 700, lui, il est choisi. Mais en dehors du parti, dans la commune, tu sais que tu as des partisans plus nombreux. Donc, les primaires ne règlent pas la question. Quelqu'un peut gagner dans le parti, mais en dehors du parti, il peut n'être pas populaire. Donc, les primaires ne règlent pas la question. Ça, c'est un. Maintenant, de deux. Il faut noter que les indépendants, d'ailleurs, dans le calcul des suffrages, ne comptent pas. C'est-à-dire qu'un parti, après, prend les indépendants qui viennent lui donner sa victoire, mais quand on va faire le calcul, les électeurs des indépendants, ils ne sont pas considérés comme les électeurs du parti. Celui qui est élu, il entre dans le parti, il revient, mais lorsqu'on fait les statistiques, la comptabilité des suffrages, le parti auquel l'élu adhère, ce parti ne bénéficie pas du vote des électeurs de ce candidat précédemment indépendant. Sauf qu'avant avant le vote, les partis, à la limite, excusez-moi, s'en fichent des élections. Ils veulent la vitrine. Celui qui a remporté les élections, Oui, mais dans les comptabilités, il n'en bénéficie pas. À la limite, Donc, la comptabilité les intéresse tu peux avoir 50 indépendants en plus, mais l'histoire retiendra que avant le vote, tu n'as pas eu ces indépendants et les électeurs de ces indépendants-là, tu ne les as pas légalement et historiquement. Donc, ça ne sert à rien qu'on fasse les avoir après. Tu pourrais les avoir après. À une prochaine élection, rien ne garantit que l'indépendant qui, entre guillemets, a trahi ses électeurs, parce qu'il allait devant eux pour dire « je ne suis pas le candidat du parti ». Je ne soutiens pas le candidat du parti s'est trompé. Je ne suis pas d'accord avec le parti. Leur choix, leur vision, je ne le partage pas. Je ne les partage pas. Et donc, il a été élu sur cette base de désaccord, sur ce message de rupture. Donc, lorsqu'il revient... Lorsqu'il revient, qui dit que ceux qui l'ont voté sont prêts à le suivre absolument. Ce n'est pas évident. C'est assez risqué et péril. Donc, attendons le bilan. On verra ces indépendants qui ont rallié les partis politiques. Là, on va voir ce qui se passera avec eux aux élections qui arrivent. Bon, en attendant, il y a aussi des indépendants issus des partis politiques qui font aussi perdre la formation politique. Ah, oui. Parce qu'ils ont partagé les voix. Ils ont partagé les voix dans la zone. Il y en a qui gagnent, mais il y a d'autres qui font perdre. Et c'est justement pour cela que les partis politiques menacent donc les indépendants issus de leur rang. Mais est-ce que la menace, c'est la solution, messieurs Saint-Claver? Non, la menace, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'engager un dialogue, c'est de discuter avec ces indépendants. Et puis, bon, qui dit que, pour le moment, c'est des intentions, qui dit que jusqu'au dépôt des candidatures, ces indépendants-là qui se sont affichés vont effectivement
candidater. Rien ne le dit pour le moment. Donc actuellement, c'est des menaces, c'est des intentions de candidature. Et moi, je pense que jusqu'au dépôt des candidatures, il y a des personnes qui vont se recroqueviller sur elles-mêmes, elles ne feront pas acte de candidature. D'accord. Il y a, dans certaines zones, les gens font monter les enchères tout simplement pour Pour attendre une compensation, comme disait tout à l'heure professeur Dion. Peut-être professeur Dion. Tout ça, c'est de la tactique aussi, pour certains, hein, pas pour tous. Hein. Moi, je maintiens ma candidature, vous pouvez me sanctionner comme vous voulez, prétendre me sanctionner, je maintiens ma candidature parce que je sais qu'à la longue, on m'appellera pour me faire une offre. Il y a cette possibilité. Et puis, la menace n'a de sens que quand c'est un parti qui est au pouvoir. Qui est au pouvoir. Il y a les moyens de Je rétorsion. veux dire que vous me menacez parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez m'enlever. Il y a quelque chose qui pèse sur moi. Mais un parti qui se cherche et qui menace un candidat indépendant, il ne voit même pas en quoi la menace est une réalité. Par contre, quand il sait qu'il a un soutien important dans le parti, vos menaces ne lui feront rien. Mais c'est une première étape que de menacer parce que ça montre la fermeté de la direction du parti. Mais maintenant, les soutiens aussi sont menacés. Les soutiens eux-mêmes aussi peuvent voir que la menace est tellement ferme et quand la menace vient de plus haut, de façon voilée, ça peut permettre de façon voilée, on a vu le ministre... c'est pas voilé, le c'était ministre une menace Bakongo, il directe. a dit, oui. Donc, les parrains des indépendants sont aussi menacés. Alors, désigné. oui, sur la menace, Lansine Bakayoko, c'est efficace? Les menaces peuvent être efficaces dans les conditions décrites par le professeur. Mais vous savez, en politique, on se bat, la bataille de positionnement est permanente. Ça dit qu'au sein même des partis, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, chacun veut être le plus proche possible du chef. Et donc, les batailles de positionnement sont permanentes. Ça dit qu'on se bat en interne et on se bat contre l'adversaire. Ça dit offside, celui qui est derrière. Donc, je veux dire que dès lors que c'est le parti au pouvoir aujourd'hui, pour le moment, qui a menacé, mais ce parti a les mesures, a les capacités de rétorsion contre ces indépendantistes. De mettre à exécution ces menaces. Oui, contre ces indépendantistes présumés. D'accord. Alors, c'est bien noté. Messieurs, je vous remercie. Pour ce soir, c'est terminé. Merci, Lansine Bakayoko, professeur Dion Alafé, Wakili Saint-Claver, Oula. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 20h a suivi avec Marie-Laure Goran. Cette émission est réalisée par Alain Boka. Et merci à toutes les équipes techniques autour, Davis Oyo pour les reportages et toute la direction des magazines d'information. À dimanche pour un autre numéro du Club La Presse. Merci.